Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Nicolas Sarkozy consacre sa première réunion de travail à l'Elysée à l'écologie. Les experts et les associations invitées à la présidence sont repartis sur une bonne impression. Il s'agit de préparer le grand sommet de l'environnement en octobre qui doit fixer des objectifs pour les 5 ans à venir. Le retour de Ségolène Royal, l'ex-candidate socialiste revenue à Poitiers après une semaine de vacances, estime que la campagne présidentielle était une étape et un moment merveilleux. Elle annonce qu'elle ira soutenir des candidats aux législatives. L'ouverture à Lyon du procès de Michael Tronchon sous le nom de Phinéas. Il avait semé la panique il y a 3 ans avec des agressions racistes et la profanation d'un cimetière juif. À l'audience, c'est un homme visiblement déséquilibré et en mal de notoriété qui est apparu au tribunal. 17 personnes évacuées, 4 voitures bloquées, une coulée de boue a engendré des dégâts près d'Annecy. Elle a été provoquée par un gros orage très localisé. La nouvelle donne en Chine, dans certains secteurs, la main-d'œuvre commence à manquer, les salaires sont à la hausse et du coup les conditions de travail commencent à s'améliorer. Enfin, Catherine Deneuve sera notre invitée à la fin de ce journal. Elle est l'héroïne du film Après lui, présenté aujourd'hui au Festival de Cannes. Le thème n'avait pas été très présent dans sa campagne, mais Nicolas Sarkozy a décidé de l'afficher comme une priorité. L'écologie était donc au centre de cette première grande réunion à l'Elysée, en présence d'Alain Juppé, pour établir en quelque sorte une feuille de route avec les experts et les associations. Nicolas Châteauneuf, Yann Moine. Ils ont discuté pendant près de 2 heures. Des membres d'associations écologistes invités autour de la table par le président, c'est une première. À la sortie, les intéressés veulent y voir un signe. Le simple fait que dans un gouvernement de droite, le premier lundi de ce gouvernement, le président et le ministre d'État consacrent cette journée à ces objectifs-là, peut peut-être augurer qu'il y a une conversion culturelle. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Pour l'instant, l'étape est tout à fait historique. Incontestablement, c'est la première fois dans l'histoire de la République française qu'on peut évoquer les problèmes d'environnement, de biodiversité, d'intégration du social, comme ça. Et leur principal interlocuteur, ce sera Alain Juppé. Le super ministre de l'écologie, des transports et du développement durable tient désormais ses conférences de presse au milieu des arbres et il veut aller vite. Objectif, un Grenelle de l'environnement pour la mi-octobre avec des engagements. L'objectif, c'est d'arriver à un contrat pluriannuel. Le président de la République a évoqué une durée de 5 ans. Un contrat donc négocié et comportant un certain nombre d'objectifs avec, sous chacun de ces objectifs, des mesures concrètes. Au menu, 4 priorités. La lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, la limitation de la pollution sur la santé et l'aménagement rural. Avec déjà plusieurs pistes, par exemple sur les transports. Alain Juppé veut augmenter la part du chemin de fer dans le fret et développer les voitures propres en ville. Autre thème, les énergies renouvelables, éoliennes, panneaux solaires, biomasse pourraient être encouragés par le biais d'incitations fiscales. Il reste toutefois des sujets plus difficiles comme le nucléaire ou les OGM, mais les discussions entre écologistes et politiques devraient commencer dans les prochaines semaines. Premier bilan à mi-chemin, le 14 juillet prochain. On reviendra en fin de journal au nucléaire, mais on s'arrête d'abord sur l'un des exemples très concrets donnés par Alain Juppé. Vous l'avez entendu, le développement des voitures propres. Les marques françaises, il faut le dire, sont en retard. Les Japonais ont été beaucoup plus vite. Explication Julien Beaumont, Annie Triboire. Une voiture électrique à Matignon, l'image à 10 ans. Et depuis, plus rien. Ce véhicule propre par excellence a été un flop. L'une des voies d'avenir, c'est peut-être celle-là, la voiture hybride japonaise, mi-essence, mi-électrique. En 10 ans, 1 million de modèles ont été vendus. Problème, sur ce marché, les constructeurs français sont totalement absents. Ils sont arc-boutés sur des logiques à court terme, le diesel notamment, puisque ils sont sur des marchés où ils vendent énormément de diesel, donc ils s'arc-boutent là-dessus et ils mettent en avant l'argument diesel, mais il y a bien un moment où ça s'arrêtera. Peugeot et Citroën ont conçu des modèles, mais au mieux, ils n'arriveront en concession qu'en 2010. Côté Renault, on explique que la technologie est difficile à rentabiliser. Les technologies dont on parle, comme des technologies hybrides ou des technologies demain électriques, sont encore des technologies qui sont très coûteuses. La voie française, c'est plutôt d'améliorer le rendement des moteurs. Ainsi, en 1993, une R19 rejetait 172 grammes de CO2 par kilomètre. Aujourd'hui, pour une Mégane, c'est 120, plus de 30% de gagné. Et pour le conducteur, pas besoin de se poser de questions. Le particulier réfléchit avant d'acheter sa voiture et essaye de se mettre dans des situations où il n'y a pas trop de contraintes.
L'autre voie, c'est peut-être les biocarburants. Renault, par exemple, est prêt. Manquent les pompes. 200 devraient être installées d'ici la fin de l'année. Pour les aider, les constructeurs espèrent une incitation fiscale. Elle peut aller jusqu'à 3 000 € de crédit d'impôt. Et elle concerne actuellement les véhicules utilisant du GPL, du gaz naturel ou à motorisation hybride. Et à noter par ailleurs que les premières dissonances se font entendre avec les membres du gouvernement venus de la gauche. Ainsi, le haut-commissaire Martin Hirsch a jugé ce matin que l'instauration d'une franchise sur les soins pour financer la sécurité sociale n'était pas une bonne mesure. Cette disposition, rappelons-le, fait partie du programme de Nicolas Sarkozy. Et puis cette journée a été marquée également par le coup d'envoi de la campagne pour les élections législatives. Pour l'UMP, c'est François Fillon qui va diriger les opérations. Jeff Wittenberg, Frédéric Bonne. 3 semaines en politique, c'est une bataille éclair. À droite, François Fillon en sera le chef et pour lui, pas de temps à perdre. Les promus au gouvernement comme Brice Hortefeux ou Roselyne Bachelot. Les déçus, ceux qui n'y sont pas, tels Patrick Devedjian ou François Baroin. La séance de rattrapage est pour tout le monde. On met en ordre de bataille. Pouvez-vous parler ? On a parlé des thèmes de campagne et de l'organisation de l'UMP pour la campagne. Un comité de pilotage se réunira chaque mardi. Une droite très confiante à la table de Matignon. Pourquoi pas 400 députés comme le pronostiquent certains sondages. Face à la vague bleue, le PS se met tout en rouge. Slogan simple, voter socialiste et pour porter la parole, l'adversaire de François Fillon dans la Sarthe. On sait ce qu'ont choisi les Français. Nicolas Sarkozy est président de la République. Ce qu'on entend faire aujourd'hui, c'est de montrer que la politique qui va être conduite, c'est une politique qui s'adresse à très peu de Français et qui fait porter l'effort sur tous les autres. Demandez les chiffres. Les 10 et 17 juin, 577 circonscriptions et 7640 candidats, moins qu'en 2002. L'UMP part avec plus qu'une longueur d'avance, 359 députés, face à 29 UDF, 149 socialistes et 21 communistes. Voilà le rapport de force né de l'élection présidentielle. En bleu, les départements où Nicolas Sarkozy l'a emporté. En rose, là où Ségolène Royal est devant. Dans le cru 2007, on ne trouvera pas beaucoup de candidats à la présidentielle, ni Ségolène Royal, ni Jean-Marie Le Pen, pas plus que Dominique Voynet ou Olivier Besancenot. Mais on verra quelques célébrités. Le juge Bruguière se présente pour l'UMP, tout comme l'avocat Arnaud Klarsfeld. Le judoka Jamel Bourras, lui, défendra les couleurs du mouvement démocrate de François Bayrou. Le chanteur Francis Lalanne, enfin, se présente à Strasbourg. Il a trouvé son mentor en politique, l'écologiste Antoine Wechter. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Et à gauche, c'est le retour de Ségolène Royal, la candidate malheureuse à la présidentielle est rentrée d'une semaine de vacances. Elle est arrivée à Poitiers. Vous l'avez entendu, elle ne sera pas elle-même candidate aux législatives, mais elle annonce qu'elle ira soutenir des candidats. François Privat, Fabien Tormos. Fini les vacances à Djerba. Ségolène Royal retrouve sa région Poitou-Charentes. Et devant la gare de Poitiers, le soutien amical de quelques voyageurs. Et vraiment, il faut continuer, il faut continuer, lâchez-moi. Durant vos quelques jours de vacances, vous avez vraiment pu couper de la politique? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, vous savez, quand on a la passion de la politique, on ne coupe jamais vraiment, mais oui, bien sûr. Envolée, la meute de 300 journalistes lancée à la poursuite de l'ex-candidate socialiste. Dans une ambiance plutôt feutrée, Ségolène Royal ironise, qualifiant la présence d'anciens compagnons de route au sein du gouvernement Fillon d'hommage à son pacte présidentiel. Ça veut dire qu'il faut que les Français envoient à l'Assemblée nationale une très forte représentation de la gauche, et pourquoi pas une majorité pour la gauche. Ce sera en tout cas prendre au mot l'actuel président de la République qui va chercher des personnalités de gauche pour être sûr que les réformes de progrès soient accomplies. Plus tard dans l'après-midi, l'hémicycle régional retrouve sa présidente. Un retour qui semble satisfaire l'ensemble des conseillers de la majorité comme de l'opposition. Elle a mené une campagne d'une manière courageuse, elle s'est bien battue, elle a perdu, c'est ce que je souhaitais. Et moi je souhaitais la retrouver à la région. Mais bon, je ne souhaitais pas la donner à la France, j'étais très égoïste, je voulais la garder pour nous. Désormais, Ségolène Royal se lance activement dans la campagne pour les législatives, sollicitée, nous dit-elle, par plus d'une centaine de candidats pour animer réunions et meetings. Pour refermer ce chapitre politique, on s'arrête sur l'un de ces détails qui marque aussi les débuts d'une présidence, la photo officielle que vous verrez dans toutes les mairies et les écoles. Ce qui retient l'attention cette année, c'est que Nicolas Sarkozy a choisi un professionnel spécialisé dans les photos de personnalité, les photos people entre guillemets. Thierry Curtez, Idenberkus. La photo officielle est encore à l'état numérique, entre les doigts de Philippe Varin. Ce photographe portraitiste, plus habitué aux personnalités du monde du spectacle qu'aux hommes politiques, a d'abord photographié Cécilia Sarkozy, c'était en 2004. La photo du premier tour de la campagne, c'est lui.
Et c'est lui encore qui, au soir des résultats, se retrouve dans l'intimité du QG. Son coup de fil qu'il a passé à Ségolène. Ce matin, la séance n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Pas question de voir le cliché, mais premières indiscrétions tout de même. J'étais très détendu. Donc en fin de compte, c'est quelqu'un qui pose très bien, mais pas longtemps. En fin de compte. Tu sens très vite qu'il en a assez. C'est à toi, photographe, de savoir jusqu'où aller. Nous avons travaillé dans la bibliothèque, sauf qu'on a rajouté un drapeau français et on va dire une première pour un président français, c'est qu'il y a le drapeau européen maintenant qui figurera sur la photo. Résumons-nous. Dans la bibliothèque, comme François Mitterrand, Georges Pompidou et Charles de Gaulle donc. Debout, comme Jacques Chirac. Avec un drapeau français, comme Valéry Giscard d'Estaing. Par ces photos, les présidents et les photographes essayent souvent de faire passer un message. Mon idée a été de faire descendre un grand drapeau derrière lui et de le prendre en veston très simple, comme il est du reste au naturel. La nouveauté avec le président Sarkozy, ce sera donc le drapeau européen, en plus de l'étendard tricolore. Mais pour l'instant, le cliché définitif n'est pas encore choisi. C'est le président qui décidera comment il tiendra compagnie à Marianne. Les 100 jours de Nicolas Sarkozy, c'est le thème de Mots croisés ce soir avec entre autres invités Xavier Bertrand, Jean-Marie Cavada, Vincent Payon, à suivre à partir de 23h10 autour d'Yves Calvi. L'actualité judiciaire avec l'ouverture du procès de celui qui se faisait appeler Phinéas et qui avait semé la panique il y a 3 ans. Il avait agressé à la hache 2 personnes d'origine maghrébine. Il avait aussi profané un cimetière juif. À la barre, bien loin d'un idéologue néo-nazi, c'est un homme de 27 ans visiblement déséquilibré qui est apparu au tribunal. Virginie Fichet, Thierry Monnier. Quand il ne quitte pas la salle, Shahaban Benrebaï reste prostré sur son siège. À ses côtés, Ali Boutelaka. Tous deux ont échappé il y a 3 ans au coup de hache de Phinéas, Michael Tronchon, qui leur fait face aujourd'hui. Pour eux et leur famille, ces actes ne peuvent être ceux d'un simple déséquilibré. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il est fou parce que je choisis ses cibles, des cibles faibles, les gens handicapés, les gens vieux. Devant ces juges, Michael Tronchon s'exprime clairement et calmement. On est loin des revendications haineuses et désordonnées du mois d'août 2004, lorsqu'il avait profané des dizaines de tombes du cimetière juif de Lyon et se réclamait de la deuxième armée d'Hitler. En fait, il attend que derrière lui, tous les néo-nazis qu'il espère nombreux reprennent le flambeau pour aller exterminer tous les Arabes de la terre. C'est terrifiant, cet homme est excessivement dangereux. Au procureur qui lui demande comment il se définirait, Michael Tronchon répond « Je suis quelqu'un de bien ». Frisson dans la salle, premier pas vers le repentir pour la défense. Il veut simplement dire qu'au fond de lui, et aujourd'hui, c'est quelqu'un effectivement qui est conscient de ce qu'il a pu faire. Je n'ai pas le mal en moi, déclarait Michael Tronchon en début d'audience. Mais lorsqu'il décrit les fantasmes meurtriers qui l'habitaient avant ses passages à l'acte, on comprend que la Cour reste dubitative. Aujourd'hui, pour ces 2 tentatives de meurtre à connotation raciste, le jeune homme risque la réclusion criminelle à perpétuité. Autre procès, celui de Claude Lipski, qu'on a parfois appelé l'escroc du siècle, car il a détourné ou englouti 30 millions d'euros d'épargne que lui avaient confiés des particuliers. Dès l'ouverture de l'audience, il a clamé son innocence. Caroline Gauthier, Sylvain Dauba. À bientôt 76 ans, Claude Lipski n'a rien perdu de son assurance. Mais aujourd'hui, devant la justice, il doit répondre d'escroquerie. À la fin des années 80, il propose des placements très intéressants à des militaires français à l'étranger. 2 officiers très réputés, dont cet ancien lieutenant-colonel, lui servent d'intermédiaire. 450 militaires se laissent séduire. Ils ne reverront jamais leur argent. Là, le problème qui se passe, c'est que c'est de l'argent qui a disparu. Enfin, qu'il a disparu, peut-être pas pour tout le monde, qui a priori a été retrouvé aux 4 coins de la Terre. On avait signé un contrat comme quoi on ne devait pas toucher à cet argent pendant 5 ans. Ils nous promettaient 5% de plus. Alors on était plutôt attirés par la part du gain. Au total, Claude Lipski est accusé d'avoir détourné 30 millions d'euros. Dans les années 70, déjà, il est impliqué dans l'affaire dite du patrimoine foncier. 6 millions d'euros dérobés à 13 000 épargnants. Il est condamné à 8 ans de prison. Dans le contexte, il est difficile que j'arrive en disant je suis l'ange tombé du ciel et tout ça n'est pas vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il y ait une volonté de ma part de prélever de l'argent de ces gens qui m'ont fait confiance.
Les victimes, qui pour certaines ont tout perdu, espèrent que ce procès leur permettra de récupérer au moins en partie leur argent. Mais d'après Claude Lipski, les sommes se seraient envolées dans des krachs boursiers. Il encourt 10 ans de prison. Les allers-retours de la météo, de très fortes chaleurs sont à nouveau attendus dans les jours qui viennent, mais ces dernières heures, ce sont encore les orages qui ont fait des dégâts. Près d'Annecy, une soudaine coulée de boue a failli emporter 4 voitures et elle a provoqué l'évacuation de 17 personnes. Anouk Burel. Prise au piège par un torrent de boue. La scène se passe hier soir sur une départementale de Haute-Savoie. 18h, un orage violent, très localisé, fait déborder les cours d'eau. En quelques secondes, le torrent emporte pierres et rochers, il s'abat sur les voitures. Tous les passagers sont totalement immobilisés. On roulait à 40-50 km/h et d'un seul coup, ça s'est noirci. On a vu de la boue, des blocs de rochers arriver et en 30 secondes, ça a envahi la route. On n'a pu rien faire. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi, alors. Hein, alors, j'ai quand même 62 ans, alors j'ai jamais vu ça. 17 personnes au total ont dû être évacuées par les pompiers. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Sur place, techniciens et gendarmes évaluent les risques depuis hier soir. Les premiers travaux vont commencer puisque les véhicules viennent d'arriver, mais la route va être bloquée quelques jours. Ce soir, les travaux avancent, la situation s'améliore, mais les risques de glissement de terrain le long de cette départementale sont encore bien réels. À l'étranger, que se passe-t-il au Liban? Le pays n'avait pas besoin de cela. Pour la deuxième journée consécutive, de très violents combats se sont poursuivis face à un groupe islamiste qui serait proche d'Al-Qaïda et qui menace d'embraser le pays. Philippe Rochaud. Sous les bombardements qui frappent le camp de Nar el-Bared, 40 000 réfugiés. Un camp devenu ville depuis que les Palestiniens qui ont fui les guerres d'Israël se sont installés au Liban. Mais la misère et le désespoir viennent aujourd'hui nourrir la violence et l'extrémisme. C'est en poursuivant des braqueurs de banques que l'armée libanaise a été conduite à encercler ce camp palestinien, défendu par un nouveau groupe radical, le Fatah el-Islam. Il a réussi à tuer 27 soldats en 48 heures. Le groupe Fatah el-Islam compte quelques 200 combattants. On y trouve des Libanais sunnites, des Irakiens, des Syriens, des Saoudiens. Il enrôle même les enfants. Le Coran et le fusil à la main, ces chefs menacent de porter la guerre hors de Tripoli si les bombardements continuent. Nous n'avons pas de lien opérationnel avec Al-Qaïda, mais nous sommes d'accord avec eux pour combattre les infidèles. C'est la mission de chaque musulman d'attaquer les infidèles. Les soldats libanais ne peuvent même pas pénétrer dans ces quartiers, car un accord de 69 reconnaît aux Palestiniens le droit de contrôle sur les camps devenus des États dans l'État. Mais l'armée aura du mal à empêcher que des groupes extrémistes de la mouvance d'Al-Qaïda ne renforcent leur emprise sur ces camps palestiniens. Réaction de Bernard Kouchner, l'une des premières en tant que ministre des Affaires étrangères. Il exprime au Premier ministre libanais Fouad Signora la solidarité de la France. Une image de l'affrontement qui se poursuit entre l'armée israélienne et des groupes armés du mouvement Hamas à Gaza. Une roquette palestinienne lancée il y a moins d'une heure a tué une jeune femme dans la ville de Sderot, pas très loin de la frontière, un peu plus tôt dans la journée. Les raids de représailles israéliens avaient fait 5 morts. Les métamorphoses de la Chine. Depuis une dizaine d'années, on en parle souvent, le pays est devenu l'atelier du monde grâce à une main-d'œuvre abondante et corvéable à merci. Eh bien, la donne est en train de changer. Dans certains secteurs, les ouvriers et les ouvrières se font plus rares, donc plus exigeants, et du coup, les salaires remontent. Sur place, Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. 18h30, c'est l'heure de pointe sur l'allée centrale. L'équipe de jour en a terminé et retourne au dortoir juste en face des ateliers. L'équipe de nuit, elle, prend son service. En quelques minutes, 20 000 personnes vont se croiser. Elles assemblent des disques durs pour ordinateurs. Des usines comme celle-ci, on en compte des centaines dans la région de Dongguan. Les investisseurs étrangers sont venus en masse, attirés par la main-d'œuvre abondante et bon marché. Mais la donne a changé. Le salaire minimum officiel, c'est autour de 70 € par mois. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut payer ce prix-là. En fait, maintenant, si on veut garder les ouvriers, il faut s'adapter au prix du marché. Et dans notre secteur, le salaire tourne autour de 120 €. Du coup, à Dongguan, on parle de pénurie de main-d'œuvre. En fait, tout dépend quel salaire l'employeur est prêt à verser. Il suffit de visiter l'une de ces foires à l'emploi pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu l'équivalent de nos ANPE, à l'échelle chinoise. Ce n'est pas le travail qui manque,
Mais les candidats à l'embauche deviennent plus difficiles. Plus question d'accepter n'importe quel poste à n'importe quel prix. J'ai déjà travaillé 3 mois dans une usine, mais les conditions de travail ne sont pas terribles. Alors je viens ici chercher un autre boulot. Si c'est possible, je voudrais travailler 8 heures par jour et pas plus de 3 heures supplémentaires, avec un salaire de 120 € par mois, minimum. Madame Bruang s'occupe des questions d'emploi à la ville et elle constate que les employeurs améliorent leur offre de jour en jour. En indiquant par exemple, en gros caractères, 5 jours de travail par semaine maximum. On propose aussi un examen médical à tous nos ouvriers. Pour les repas, les dortoirs, on fait des efforts, à cause de la concurrence. Un bon salaire, ça ne suffit plus pour garder les ouvriers. Aujourd'hui, les ouvriers cherchent un emploi, non pas dans une seule région, mais à travers tout le pays. Partout où il y a de nouvelles zones économiques. Et ils vont là où les salaires sont les plus élevés. Alors Dongguan songe déjà à la suite. Les autorités appellent cela la modernisation socialiste. Place à la recherche, au parc technologique. Celui-ci propose près d'1 million de mètres carrés de bureaux et de laboratoires aux entreprises. Le projet n'est pas encore achevé, mais l'objectif, c'est bien de remplacer les ouvriers par des ingénieurs. Quand vous songez au nombre de diplômés qui sortent des universités chinoises chaque année, vous comprenez que nous n'aurons pas de soucis pour trouver la main-d'œuvre nécessaire. Bien sûr, Dongguan va rester pour quelques années encore un immense atelier qui exporte dans le reste du monde. Mais en voulant changer son image, Dongguan prépare aussi la suite, ne pas être victime des délocalisations après en avoir tant profité. Encore une image à l'étranger, celle de l'incendie du dernier clipper du 19e siècle en Grande-Bretagne, ces grands voiliers qui faisaient la route du thé. Le Cutty Sark, célèbre attraction touristique à Londres, a été, vous le voyez, partiellement détruit par un incendie. Le navire devrait pouvoir être sauvé selon ses propriétaires. Retour en France, on évoquait tout à l'heure l'environnement et les questions d'énergie. Alain Juppé a réaffirmé son attachement au nucléaire. Mais une question reste posée, celle du vieillissement des centrales. Quelle est leur durée de vie? Comment les démanteler? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Mavic et Régis Maté qui ont pu assister à une opération de contrôle au sein d'un réacteur. Plongé à la verticale dans les entrailles d'un réacteur nucléaire, le monstre est à l'arrêt. L'un de ses organes vitaux doit être remplacé. Nous sommes dans la centrale EDF de Bugey dans l'Ain, l'une des plus anciennes de France, 27 ans au compteur. Les ouvriers s'affairent autour du générateur à vapeur, sorte d'énormes cocottes minutes. On va rentrer là pour vérifier que c'est fait ça? Oui, oui. Et puis, Des inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire débarquent pour contrôler l'installation, visite de routine. Bonjour monsieur, ça va? Et comment est-ce que vous appréciez la qualité de la soudure? C'est l'appréciation visuelle. Il y a des équipements qui ne doivent pas rompre, qui doivent contenir la matière radioactive. C'est le cas par exemple sur le chantier que nous inspectons ici. On a inspecté un joint de soudure. Eh bien, il faut que cette jointure soit solide, il faut qu'elle soit étanche. Pour ces inspecteurs indépendants, une centrale vieillissante, c'est un peu comme une ancienne de chevaux. Si elle passe avec succès le contrôle technique, peu importe son âge, EDF confirme. 27 ans d'âge, c'est jeune. À la conception, les critères de sûreté se sont calés par rapport à 40 ans. Et donc quoi? C'était des probabilités? On se dit, bon, on estime que... C'est par rapport à de l'expérience et du vieillissement de matériaux, du vieillissement de l'installation, soumis à des contraintes que nous connaissons et qui permettent justement de dire notre machine peut fonctionner à minima pour 40 ans. N'y aurait-il pas aussi d'autres raisons pour expliquer la remarquable longévité de nos centrales? Plus ces centrales fonctionnent longtemps, plus l'exploitant gagne de l'argent et évite un réinvestissement dans de nouveaux moyens de production pour les remplacer. Le parc nucléaire français, ce sont 58 réacteurs, la plupart mis en fonctionnement dans les années 80. En rouge, les plus anciens, la doyenne Fessenheim fête ses 30 ans. Le quotidien de ces centrales vieillissantes est émaillé d'incidents plus ou moins sérieux. Un défaut de surveillance peut avoir de lourdes conséquences. Illustration dans notre centrale de Bugey. Alors ici on est à côté des puisards qui vont recueillir l'eau en cas d'accident. Le matériel a été considéré comme défaillant en 2004 et donc a été remplacé par du matériel qui est efficace. De la simple vis à la piscine du réacteur, prolonger la vie des centrales nécessite un check-up permanent. Pas moins de 450 points chauds à surveiller, dont 30 000 tonnes d'acier, près de 2000 km de câbles électriques, 20 000 vannes, etc., etc. Et cette surveillance coûte cher au patron, d'autant que ce dernier a décidé de faire des économies.
L'autorité de sûreté nucléaire envoie donc régulièrement ce genre de lettres à EDF. EDF a engagé un ensemble de programmes de réduction des coûts et d'amélioration de sa compétitivité. J'estime que vous devrez être particulièrement attentif à ce que la sûreté demeure au premier plan. La maintenance, effectuée par des sous-traitants, est examinée à la loupe. Mais d'autres paramètres entrent désormais en ligne de compte. Aléas climatiques, risques d'inondation ou de tremblement de terre, autant de périls que les concepteurs n'avaient pas forcément prévus et qui amènent de l'eau au moulin des associations antinucléaires. Un certain nombre de travaux sont irréalisables et donc en fin de compte il faudrait fermer directement les centrales nucléaires. Fermer les vieilles centrales, plus facile à dire qu'à faire rapidement. Depuis 1994, ce réacteur est arrêté et aujourd'hui on peut y accéder, on est à 10 mètres du réacteur, il n'y a aucun problème de radioactivité. Sur le site de Bugey, à l'écart de l'activité de la centrale, ce mastodonte fait partie des 9 réacteurs français en cours de déconstruction, un travail de longue haleine. Ce qu'on envisage, c'est 25 ans. Entre le moment où on a arrêté la production et le moment où on pourra replanter du gazon sur le terrain. Mais comment démanteler si les filières de stockage des déchets ne suivent pas? La facture, elle, est en béton armé, estimée par EDF à environ 3 milliards d'euros pour les premiers réacteurs à l'arrêt. Qui paiera? Le citoyen, puisque le coût est déjà intégré dans notre facture d'électricité. La santé avec un témoignage encourageant, celui d'une jeune greffée, Aline Feuvrier-Boulanger. Elle a 20 ans, elle vit depuis 1 an avec le cœur d'un autre et malgré une vingtaine de pilules à prendre chaque jour, la jeune femme est confiante et motivée. Elle a choisi de raconter son histoire peu ordinaire dans un livre paru ces jours-ci. À Belfort, Jean-François Firet, Daniel Lévy. Avant, j'évitais de trop forcer sur le cœur, donc c'était très limité, je pouvais pas courir. Je pouvais rien faire, je m'étouffais en fait, c'est ça. Voilà, je m'étouffais quand je courais. Mais tout ça, c'était avant, quand elle avait encore son propre cœur. Car si Aline Feuvrier-Boulanger, 20 ans, court aujourd'hui, c'est grâce au cœur d'un autre. La jeune femme a été greffée l'an dernier après un arrêt cardiaque. Elle souffrait d'une maladie génétique rare, un cœur qui gonfle jusqu'à n'en plus pouvoir. C'était ça ou la mort, on me l'a dit clairement. On m'a dit Aline, c'est la greffe, ou on peut te donner des médicaments, mais tu tiendras quoi, 1 mois, quelques jours, on ne sait pas. Et là, on n'a plus le choix, on est face à soi-même, on se dit, bon, qu'est-ce que je veux? Je veux partir, je veux rester. J'ai encore des choses à faire, j'ai mon bac à passer, j'ai des études à faire, je reste, quoi. Et là, on choisit la greffe. Reste toujours une crainte permanente, celle du rejet du nouveau cœur que seul un traitement lourd peut permettre d'éviter. Où qu'elle aille, Aline ne se sépare jamais de ses médicaments. Combien de médicaments par jour? Une vingtaine de cachets. À heure fixe. À heure fixe. Dans cet album, les seuls souvenirs de son père et de son grand-père. Tous deux sont morts de la même maladie quand elle avait 3 ans. Ils n'ont pas eu la chance, comme elle, de bénéficier d'une greffe. Remariée depuis, la mère a toujours su que sa fille allait s'en sortir, grâce notamment à une équipe médicale à laquelle elle faisait totalement confiance. J'avais sincèrement l'impression qu'il y avait... qu'autour de nous c'était l'excellence, quoi, que ça ne pouvait pas échouer. Vous étiez certaine de la revoir le lendemain? Oui, je lui ai dit au revoir, simplement au revoir, à demain. Pour elle, et pour tous ceux en attente d'une greffe, Aline raconte son histoire dans un livre et sur internet, une manière aussi de dire merci à un donneur dont elle ne sait rien, conformément à la loi. Vous aimeriez rencontrer sa famille? Non. Tout ça, c'est pas méchant, ou j'aurais trop peur en fait que, vu que c'est des parents, qu'ils fassent le rapport. En 2006, 4000 malades comme Aline ont bénéficié d'un don d'organes, mais ils étaient 3 fois plus sur la liste d'attente. Les sports, Laure Manodou retrouve l'entraînement intensif dans un nouveau cadre donc en Italie. L'une de nos équipes a pu assister à cette séance, parfois douloureuse, vous allez le voir. Nathanaël Dorinxin, Romain Potoki, Alexandre Boyon. Dans la piscine de Turin, Laure Manodou découvre une nouvelle ambiance. En place, vas-y, lui crie son entraîneur. Il est 7 heures. La Française enchaîne les longueurs sous l'œil admiratif de Paolo Penso. Le coach a l'air satisfait des chronos. Pourtant, la championne olympique, elle, semble inquiète. J'arrive pas à nager vite. Est normal, non? À Turin,
Lormanoudou doit s'adapter à une nouvelle méthode de travail. Un exercice rendu compliqué par la barrière de la langue. La Française prend des cours d'italien. En attendant, son entraîneur fait avec les moyens du bord. 8 fois 250, ok? De crawl 3,30. Après 4 semaines passées sans nager, elle se bat pour rattraper le temps perdu. Philippe Lucas n'est plus là, mais les Italiens ne comptent pas la laisser se la couler douce. Forte in la tête, alors, comme les courses. C'est un entraînement de tête pour la course. Il reste 15 mois avant les Jeux de Pékin, 15 mois à Lormanoudou, pour prouver qu'elle a fait le bon choix, sans aucun doute. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est la première défaite après 81 victoires de Rafael Nadal sur terre battue. Ça fait 2 ans donc qu'il n'avait pas été battu. Défaite face à Roger Federer, numéro 1 mondial. Voici le plus bel échange du match. C'est vraiment du spectacle. C'était hier lors de la finale du tournoi de Hambourg. Et ça nous promet pour Roland Garros. Le festival de Cannes maintenant. Bonsoir Catherine Deneuve, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes notre invitée pour un film de Gaël Morel. Après lui, présenté aujourd'hui à la quinzaine des réalisateurs, un film qui est bâti autour de vous, où vous incarnez une mère confrontée à la mort de son fils. Présentation signée Marie-Jo Jouan et Michael Cario. Catherine Deneuve a tourné avec les plus grands réalisateurs, mais se laisse séduire par les plus jeunes lorsqu'un scénario la touche, comme c'est le cas pour Après lui de Gaël Morel. Puis il y a eu la rencontre avec le jeune cinéaste. Son insistance à la vouloir dans son film pour ce rôle difficile, celui d'une mère brisée par la mort de son fils dans un accident de voiture. Elle va se prendre d'affection pour le meilleur ami de celui-ci. Quand j'étais acteur sur Les Roseaux Sauvages, elle était venue rendre visite à André Téchiné. Et elle était venue comme ça avec un crayon dans les cheveux, en jean. Et c'était une image très terrienne d'elle. Et c'est cette image-là que j'ai convoquée pour inventer le look du personnage de Camille. J'ai pensé que le meilleur ami de mon fils devait être là le jour de son enterrement. Tu peux quand même comprendre, ça fait bizarre pour ceux qui savent. Mais qu'est-ce qu'ils savent? C'est moi qui ai invité Franck, le garçon qui conduisait la voiture les nuits d'accident. Franck est désormais une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est 2 êtres qui s'accompagnent à un moment de leur vie où ils en ont besoin. Ils sont isolés, ils s'aident mutuellement l'un l'autre. On m'a dit que tu avais pris Franck pour travailler à ta librairie. Qu'est-ce que tu lui veux? Ça ne te regarde pas. Je vois pas ce qui te fascine là-dedans. Je pense que tu peux être décevant, François. Laisse-moi. À côté de cette mère inconsolable, des personnages comme cet ex-mari interprété par Guy Marchand, il n'avait jamais tourné avec Catherine Deneuve. Il y a des canards dans notre métier et il y a des cygnes. Et ben ça c'est un cygne. Quand elle marche, quand elle joue, elle arrive comme ça. L'élégance est toujours là. L'élégance même dans la douleur et les larmes. Comment ne pas être bouleversé par la belle interprétation de Catherine Deneuve. Voilà, Catherine Deneuve, un signe, disait Guy Marchand, ça vous touche? Oui, ça me touche, oui, je trouve ça original et assez drôle à entendre. Si, ça me touche de lui, oui. Qu'avez-vous trouvé dans ce rôle très exigeant de cette mère qui perd son fils? Écoutez, j'ai accepté le film pour les mêmes raisons que j'ai failli le refuser, pour la difficulté d'imaginer rester vivre pendant 2 mois dans la douleur, dans la perte et dans le deuil. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'était un film très énergique et très vivant, et qui était un film tourné quand même vers la vie, parce que c'est une femme qui ne fait pas son deuil, c'est une femme qui décide de s'investir complètement dans la prise en charge comme ça de le meilleur ami de son fils, qui est responsable de l'accident mortel de son fils. Donc ça va créer des tensions et des accords très profonds avec son mari dont elle est séparée, avec sa fille. Il y a beaucoup de violence, c'est assez dérangeant, mais en même temps, je trouvais le personnage et surtout le film très original dans sa façon de traiter ce sujet qui est malheureusement assez banal, il faut le dire, dans le principe, et si épouvantable à imaginer. C'est vraiment la chose la plus atroce que l'on puisse imaginer. Et cette femme a un comportement, vraiment un comportement qui est le sien, et je trouve que c'est
C'est une des situations dans lesquelles je trouve que je ne jugerai jamais quelqu'un, quelles que soient ses réactions, sa façon de prendre ou de vivre ça, que ce soit heureux, que ce soit malheureux, que ce soit violent. On a tous les droits, je trouve, quand on souffre de cette douleur-là. C'est le 60e anniversaire du Festival de Cannes, dont vous êtes l'une des figures. Alors on entend souvent dire à l'occasion de cet anniversaire que les plus belles années sont passées. Est-ce que vous pensez aussi que c'était mieux avant ou c'est un cliché ? Mieux avant, je sais pas, c'était différent. Disons que c'est très médiatisé aujourd'hui et qu'on peut regretter un peu que ça perde en mystère et que ça gagne en médiatisation parce que c'est pas toujours compatible. Mais bon, tant qu'on présentera des beaux films étrangers, tant qu'on verra des metteurs en scène et des acteurs se lever comme ça et être applaudis par des spectateurs qui ont regardé, découvert un nouveau film, ce sera quand même toujours du cinéma. Et tant qu'il reste ce cinéma-là, je trouve que c'est vraiment important de le défendre. Il y a des à côté, on peut être d'accord ou pas. Il faut essayer de trouver son chemin dans les méandres de Cannes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile quand même. Eh bien, merci beaucoup. Mieux avant, c'est difficile, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Merci. Au revoir. Merci à vous. De nous avoir accordé ces quelques instants sur la croisette et bonne longue vie à ce film donc, dont on reparlera sans doute. Autre image de Cannes, une image glamour également pour terminer ce journal, Angelina Jolie et Brad Pitt sur les marches cet après-midi. Le couple habillé en noir s'est prêté bien sûr au jeu des photos. Madame Joux et Monsieur Produit, puisqu'ils étaient venus présenter Un cœur invaincu tiré de l'histoire du journaliste Daniel Perle. Le film présenté hors compétition a été vivement applaudi lors de sa projection. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, FBI porté disparu, 3 épisodes. À demain.